Bonjour mes chers amis et merci de me rejoindre pour une nouvelle histoire. Celle d'aujourd'hui est l'histoire d'une humiliation silencieuse, celle d'une mère qui a tout payé pour le mariage de son fils unique, Adrien, chaque fleur, chaque chaise, chaque plat, mais le jour de la fête, sa place n'était pas à la table d'honneur. On l'a assise dans un coin sombre, derrière la porte battante de la cuisine, traitée comme une gêne, un porte-monnaie qu'on cache une fois qu'il a servi. Jetée dans l'ombre du bonheur qu'est la finance, elle aurait pu pleurer, crier, gâcher la fête. Mais elle a choisi le silence. Un silence glacial qui, au milieu de la nuit, s'est transformé en une décision implacable. Restez avec moi pour découvrir comment cette mère, que l'on croyait effacée, va reprendre le contrôle et enseigner à son fils et à sa nouvelle épouse ce qu'il en coûte réellement de trahir celle qui vous a tout donné. Vous serez assise là, madame. Je me souviens encore du ton du serveur, mal à l'aise, presque guénet. Il m'avait conduite jusqu'à une petite chaise pliante, placée derrière la porte battante de la cuisine entre un chariot bancal et une pile de plateaux sales. La nappe froissée ne masquait même pas la tache sombre sur le carrelage, ni la chaleur suffocante qui s'échappait des fours derrière moi. J'ai cligné des yeux en silence, essayant d'encaisser ce qui m'arrivait. Le parfum âcre de sauce tomate se mêlait à celui de ma propre sueur et à la vapeur de la vaisselle. Je suis restée debout une seconde de trop avant de m'asseoir lentement, comme si mon corps tout entier avait besoin de ce temps pour comprendre. J'avais pourtant passé des heures ce matin-là à me coiffer, à enfiler ma robe en mousseline couleur vieux rose, celle que je m'étais offerte pour cette occasion. 3 heures à me dire que ce jour serait aussi beau pour moi que pour eux, qu'après tout ce que j'avais donné, ils sauraient au moins me réserver une place digne. J'avais tout payé, chaque chaise, chaque fleur, la salle et le traiteur. Même ce foutu lustre au-dessus de la piste de danse était passé par mon chéquier. Et pourtant, personne ne m'avait prévenu. Pas un mot pour dire qu'on avait prévu autre chose pour moi. Pas un regard quand je suis arrivée, pas même celui de Adrien. Trop occupé à ajuster ses boutons de manchette et à sourire à la mère de sa fiancée qui l'embrassait sur la joue, comme si c'était elle qui avait passé des nuits blanches à calmer ses erreurs enfantines, comme si c'était elle qui avait pris des doubles postes pour payer ses dons et son sourire. Je me suis assise dans la chaise en silence, elle grinçait sous mon poids. Je me suis accrochée à mon sac à main en cuir beige, celui qu'il m'avait offert des années plus tôt pour la fête des mères quand il m'appelait encore maman. Mes doigts tremblaient. Une vibration discrète, presque électrique, parcourait mes poignets jusqu'au bout de mes doigts. Je sentais le sang battre dans mes tempes alors que la porte battante se refermait derrière moi et que la musique montait dans la salle. Un serveur, un garçon qui aurait pu être mon petit-fils, s'est penché vers moi en murmurant maladroitement que la mariée avait souhaité éviter des dissonances visuelles avec le tome et que par conséquent je devais patienter ici. J'ai regardé droit devant moi sans un mot, les joues brûlantes, mon cœur lourd. Dans mon assiette, on avait déposé un blanc de poulet froid et une poignée de haricots verts défraichis sur une assiette ébréchée. Je n'y ai pas touché, pas plus que je n'ai touché au dessert qu'on a fini par glisser devant moi. Le programme du mariage que j'avais gardé entre mes mains, écrit en élégantes lettres crème, ne mentionnait mon nom nulle part. Ce n'était pas moi qui avais conduit la mariée à l'hôtel, pas moi qui avais prononcé le premier discours. Je n'étais que le porte-monnaie, le fantôme dans la cuisine, celle que personne ne voulait dans les photos. La porte a claqué à nouveau et j'ai vu à travers la fente Adrien et Éloise tournoyer sous le lustre, baignés d'une lumière dorée. Il n'a même pas cherché mon regard. Mes yeux brûlaient, mais je me suis cachée derrière ma serviette, prétextant une tache imaginaire sur ma robe. La chaleur des fours m'écrasait et je me suis dit que c'était la vapeur, pas la trahison, qui me faisait suffoquer. Et pourtant, je sentais bien cette fissure en moi, fine mais définitive, comme une vitre qui craque avant d'éclater. Je n'ai rien dit, pas un mot parce que c'était son jour, parce que je me répétais qu'il ne fallait pas être cette mère-là, celle qui gâche la fête. Mais en moi, une décision commençait à se former silencieuse, glaciale. Quand le dernier morceau de gâteau fut servi, quand la musique atteigni son apogée, je me suis levée, le dos droit. Je suis sortie dans l'air frais, mon téléphone à la main. 3 appels, l'un pour les fleurs du brin du lendemain annulées, l'autre pour la deuxième moitié du paiement du groupe retenu, le dernier pour le service du bar qui devait rester jusqu'à minuit. Raccourci, ma voix était calme, posée, presque polie, et quand j'ai raccroché, je n'ai rien ressenti, ni remords, ni regret, rien que la première étincelle d'une force que je croyais perdue. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel à faux et je me suis allongée tout habillée sur le lit, les yeux rivés au plafond. Je sentais encore sur moi l'odeur de la cuisine et des roses coteuses, mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus la mère qu'on reléguait dans l'ombre. Je n'étais plus celle qui payait pour qu'on puisse l'effacer. Je suis restée éveillée jusqu'à l'aube, écoutant le silence comme on écoute une promesse.
Et je me suis juré qu'il saurait un jour ce que coûte d'humilier celle qui vous a donné tout ce qu'elle avait. Parce qu'on peut écraser une femme longtemps, mais pas éternellement. Je me souviens encore des débuts. C'était il y a bien longtemps dans une petite maison au bout d'une ruelle de foie. Une maison modeste mais pleine de lumière. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout, nos mains, nos rêves et la certitude d'être ensemble. Adrien n'était encore qu'un petit garçon et moi, une jeune femme pleine de courage, un peu naïve peut-être, mais déterminée à lui offrir le meilleur. Son père et moi nous étions connus à l'usine. Il avait ce regard franc des hommes qui ne promettent pas plus qu'ils ne peuvent tenir. Nous n'avions pas les moyens de grandes fêtes ni de voyages, mais nous étions heureux de ce que nous avions nos dimanches au bord de l'Ariège, nos repas simples autour d'une table bancale. Nos projets griffonnaient sur des bouts de papier. Nous étions jeunes, amoureux, fatigués mais comblés. Quand Adrien est né, j'ai su qu'une nouvelle vie commençait. Il était si fragile, si petit. J'avais peur de le casser à chaque fois que je le prenais dans mes bras. Mais je me suis promis ce jour-là, dans le silence de la maternité, que jamais il ne manquerait de rien. Je me souviens de ses premières nuits blanches, de ses pleurs qui avasonnaient dans la maison, de ses petits poings serrés contre mon épaule. Je me levais avant l'aube pour aller à l'usine et je courais le soir pour être à l'heure à la crèche. Les années ont filé, il a grandi et moi avec lui. J'ai appris à recoudre ses chemises, à économiser sou par sou pour ses lunettes, ses dents, son sourire. Quand il voulait un gâteau spécial pour ses anniversaires, je travaillais plus tard. Quand il avait besoin d'un vélo pour ses 10 ans, je faisais des ménages en plus. Le soir, je portais toujours mes vieilles chaussures, mais lui avait les plus solides parce que c'était ça être mère, se priver pour qu'il puisse courir un peu plus loin. Je me souviens encore de sa première rentrée à l'école, de sa petite main agrippant la mienne, de ses yeux brillants qui me cherchaient quand la maîtresse l'a appelé. Je l'ai encouragé à lever la tête, à être fière. Je l'ai applaudi à chaque étape, mais même les plus petites. Je l'ai regardé grandir avec ce mélange de fierté et de nostalgie qu'on ne sait pas expliquer. Il est devenu un adolescent, puis un homme. J'ai pris un coup de vieux quand il a quitté la maison pour ses études, puis pour son travail. Mais m'aime alors, m'aime quand il appelait moins souvent, m'aime quand ses visites se faisaient plus rares. Je continuais à remplir mon frigo avec ses plats préférés pour le cas où il passerait. Je continuais à acheter du chocolat parce que c'était son péché mignon. Et ce jour-là, quand il m'a annoncé qu'il se mariait, j'ai senti un drôle de mélange, la joie de le voir heureux et la peur de le perdre encore un peu plus. Je l'ai félicité. Bien serre, je lui ai dit que j'étais fière. Mais dans le silence de ma chambre le soir, j'ai pleuré doucement parce que je savais que ce jour-là marquerait peut-être la fin de quelque chose. Alors j'ai tout fait pour que ce soit beau. J'ai sorti mes économies, j'ai payé la salle, le traiteur, la robe de la mariée, les fleurs, tout sans discuter, sans demander. Parce qu'après tout, n'était-ce pas mon rôle? Ne était-ce pas ce que font les mères? Je voulais qu'il se souvienne que c'était moi qui étais derrière tout ça. Je voulais qu'il sache que je l'aimais toujours plus que tout. Je voulais croire que ce jour serait aussi pour moi, qu'on ne m'oublierait pas. Mais ce jour-là, assise dans cette cuisine, j'ai compris que l'amour d'une mère ne suffit pas toujours à mériter une place dans le cœur de son fils parce qu'ils avaient déjà trouvé mieux, parce qu'ils m'avaient déjà remplacé et qu'ils n'avaient même pas eu le courage de me le dire. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été d'une étrange lourdeur. Je continuais à vaquer à mes petites habitudes dans la maison de foi, mais tout semblait plus gris, plus froid. Je me levais tôt comme toujours pour ouvrir les volets, préparer mon café, sortir, arroser mes géraniums. Mais à quoi bon? Il ne passait plus, il ne téléphonait plus, pas même un message pour me dire merci. Rien. Je me surprenais parfois les mains figées sur la vaisselle à repenser à cette soirée, à ce moment où je l'avais aperçu radieux sous les lustres à rire avec elle et ses parents comme si j'étais déjà une étrangère, et plus je revoyais son sourire, plus je sentais monter en moi une douleur muette sourde qui me coupait le souffle. Un jour, une voisine en revenant du marché osa m'interpeller d'un air gainé. « Il paraît que votre belle-fille est très satisfaite de la réception. Tout le monde en parle. » Je lui ai souri poliment, mais à l'intérieur, je bouillais. Ils en parlaient. Oui, mais personne ne parlait de celle qui avait payé pour chaque fleur, pour chaque chaise, pour chaque assiette. Ils ne voyaient pas que moi. Je n'avais même pas eu droit à une table digne de ce nom. Et plus je me remémorais tout ce que j'avais accepté sans rien dire, plus je réalisais à quel point j'avais laissé les autres me traiter comme une servante. Combien de fois avais-je fermé les yeux sur leurs petites humiliations? Combien de fois avais-je gardé le silence quand on m'écartait sous prétexte que ce n'est pas grave, que c'est juste un détail? Même avant ce mariage, il y avait eu tant de signes.
les fêtes de famille où on m'oubliait dans un coin de la table, les anniversaires où je n'étais jamais sur les photos, les petites phrases assassines d'Éloise sur mon manque de go, sur mon air trop discret, sur mon air. Et lui, Adrien, restait muet à chaque fois. Jamais il ne prenait ma défense, jamais il ne disait stop. Il ne m'appelait plus maman. Mais oui, oui, quand il daignait décrocher le téléphone, il ne me demandait plus jamais comment j'allais. Il me parlait toujours de ses projets, de leurs voyages, de leurs amis, mais jamais de moi. Et moi, dans ma maison, je continuais à entretenir leurs souvenirs comme s'ils en valaient encore la peine. Je gardais leurs photos dans des cadres bien astiqués. Je préparais encore leurs plats préférés pour le cas où ils viendraient. Je mettais encore du chocolat dans le buffet au cas où ils lui prendraient l'envie d'en manger en passant. Mais la vérité était là. Il ne passait plus. Il ne demandait plus rien, sauf de l'argent. Et moi, je continuais à dire oui encore et encore, par peur de perdre ce qui me restait de lui jusqu'à ce mariage, jusqu'à cette chaise dans la cuisine, jusqu'à cette soirée où enfin j'ai ouvert les yeux sur tout ce que j'avais toléré et je me suis juré qu'il n'y en aurait pas une de plus, pas une seule humiliation de plus. Car même les mères ont leurs limites. Même les mères finissent par comprendre qu'on ne les aimera jamais plus que ce qu'elles s'aiment elles-mêmes. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été d'une étrange lourdeur. Je continuais à vaquer à mes petites habitudes dans la maison de foi, mais tout semblait plus gris, plus froid. Je me levais tote comme toujours, pour ouvrir les volets, préparer mon café, sortir, arroser mes géraniums. Mais à quoi bon? Il ne passait plus, il ne téléphonait plus, pas même un message pour me dire merci. Rien. Je me surprenais parfois les mains figées sur la vaisselle à repenser à cette soirée, à ce moment où je l'avais aperçue radieuse sous les lustres, à rire avec elle et ses parents comme si j'étais déjà une étrangère. Et plus je revoyais son sourire, plus je sentais monter en moi une douleur muette, sourde qui me coupait le souffle. Un jour, une voisine en revenant du marché osa m'interpeller d'un air gêné. Il paraît que votre belle-fille est très satisfaite de la réception. Tout le monde en parle. Je lui ai souri poliment, mais à l'intérieur je bouillais. Ils en parlaient. Oui, mais personne ne parlait de celle qui avait payé pour chaque fleur, pour chaque chaise, pour chaque assiette. Ils ne voyaient pas que moi. Je n'avais même pas eu droit à une table digne de ce nom. Et plus je me remémorais tout ce que j'avais accepté sans rien dire, plus je réalisais à quel point j'avais laissé les autres me traiter comme une servante. Combien de fois avais-je fermé les yeux sur leurs petites humiliations? Combien de fois avais-je gardé le silence quand on m'écartait sous prétexte que ce n'est pas grave, que c'est juste un détail, même avant ce mariage, il y avait eu tant de signes. Les fêtes de famille où on m'oubliait dans un coin de la table, les anniversaires où je n'étais jamais sur les photos, les petites phrases assassines d'Éloise sur mon manque de go, sur mon air trop discret, sur mon âge, et lui, Adrien, restait muet à chaque fois. Jamais il ne prenait ma défense, jamais il ne disait stop. Il ne m'appelait plus maman. Mais oui, oui, quand il daignait décrocher le téléphone, il ne me demandait plus jamais comment j'allais. Il me parlait toujours de ses projets, de leurs voyages, de leurs amis, mais jamais de moi. Et moi, dans ma maison, je continuais à entretenir leurs souvenirs comme s'ils en valaient encore la peine. Je gardais leurs photos dans des cadres bien astiqués. Je préparais encore leurs plats préférés pour le cas où ils viendraient. Je mettais encore du chocolat dans le buffet au cas où il lui prendrait l'envie d'en manger en passant. Mais la vérité était là. Il ne passait plus. Il ne demandait plus rien, sauf de l'argent. Et moi, je continuais à dire oui encore et encore, par peur de perdre ce qui me restait de lui jusqu'à ce mariage, jusqu'à cette chaise dans la cuisine, jusqu'à cette soirée où enfin j'ai ouvert les yeux sur tout ce que j'avais toléré et je me suis juré qu'il n'y en aurait pas une de plus, pas une seule humiliation de plus. Car même les mères ont leurs limites. Même les mères finissent par comprendre qu'on ne les aimera jamais plus que ce qu'elles s'aiment elles-mêmes. C'est quelques jours plus tard que j'ai découvert la vérité. Une vérité amère, tranchante mais nécessaire. Ce matin-là, le ciel était bas sur foi, un gris uniforme qui pesait sur les toits comme un couvercle. J'avais dormi peu. Je m'étais levée avec ce même vide dans la poitrine, ce même goût métallique de trahison sur la langue. Je pris machinalement mon café et sans réfléchir, je montai chercher dans ma commode le classeur où je rangeais tous les papiers du mariage. Les factures, les devis, les chécus, tout était là. Je l'ouvris d'un geste presque mécanique, feuillé en page après page pour me rappeler une fois encore tout ce que j'allais payer. La salle, le traiteur, les fleurs, la robe, tout. Pas un centime ne venait d'eux. Je relus les sommes avec un mélange de rage froide et de lassitude. Puis en bas d'une page, je vis une ligne que je ne reconnaissais pas. Une dépense récente, passée la veille du mariage, une note de restaurant et de bar pour plus de 1000 festères. Débité sur ma carte bancaire, je fronçai les sourcils et poursuivis ma lecture.
une deuxième note pour une soirée d'essayage et de cocktail entre filles. Et là, à côté, un mot griffonné, c'est sa mère qui paie de toute façon. Je crus un instant que mon cœur s'était arrêté. Je râle encore et encore jusqu'à ce que les lettres me brûlent les yeux. C'était elle, Éloise. Elle avait utilisé ma carte sans même me demander, sans même m'en parler. Et elle en est. C'est sa mère qui paiera de toute façon. Je reposais le classeur. Mes mains tremblaient à peine. Pas de colère déchanée, juste une certitude glaciale qui s'installait en moi. Tout cela n'avait jamais été un oubli, jamais une maladresse. C'était voulu. Depuis le début, on m'avait reléguée à la cuisine non par négligence, mais par mépris. Parce que pour eux, je n'étais rien d'autre qu'un porte-monnaie. Une spectatrice utile qu'on remercie à peine, mais qu'on cache dès que les photos commencent. Je refermai calmement le classeur et redescendis à la cuisine. Je restais un long moment debout, à regarder par la fenêtre, les mains posées à plat sur la table. Le ciel était toujours aussi bas, mais pour la première fois depuis longtemps, je ne sentis plus ce poids sur ma poitrine. Je savais ce que j'avais à faire. Je savais que le temps du silence avait assez duré. Alors ce soir-là, je composais 3 numéros. Le fleuriste, le groupe de musique, le service de bar. Ma voix était posée, polie, presque douce, mais chaque mot était définitif. Les fleurs du branche annulées, le second paiement des musiciens retenu, les heures supplémentaires du bar supprimées. Quand je raccrochais, je posais le téléphone et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivante. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, plus d'angoisse, juste une nouvelle force tranquille, implacable. Dans la solitude de ma cuisine, je me redis qu'ils apprennent, qu'ils comprennent enfin ce que cela coûte d'humilier la femme qui a tout donné. Le lendemain matin, je me suis levée avant le lever du soleil. La maison était encore plongée dans l'ombre et le silence, mais moi, je sentais en moi une énergie nouvelle, presque étrangère. Je me suis habillée simplement, un chemisier propre, une jupe sombre, mes cheveux relevés comme je les allais toujours porter pour les grandes occasions. Mais cette fois, ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. J'ai pris dans la commode le dossier que j'avais préparé la veille au soir. Après mes 3 appels, je l'avais organisé méthodiquement, facture, levée bancaire, correspondance avec les prestataires. Tout était là, noir sur blanc, chaque centime que j'avais avancé, chaque signature que j'allais poser, puis j'ai glissé le tout dans une pochette en cuivre et je suis sortie. La lumière du matin baignait les rues de foi d'un grieteux quand je suis arrivée chez le notaire. Il m'a reçue sans poser de questions. Il connaissait déjà mon histoire. Il avait vu mes mains trembler la première fois que je lui avais parlé de mon testament quelques années plus tôt. Cette fois, il ne tremblait pas. Je lui ai demandé de reprendre le document, de le relire et de tout changer. J'ai parlé calmement, posément. Je ne voulais plus que Adrien soit bénéficiaire de quoi que ce soit. Ni la maison, ni mes économies, ni mes bijoux. Tout serait vendu et la somme serait replace sur un compte en fiducie pour des œuvres caritatives et des associations locales qui aidaient les femmes seules. Pas pour lui, pas pour elle, pas pour ceux qui avaient osé me traiter comme une domestique qu'on cache quand les invités arrivent. Le notaire a levé les yeux vers moi. Une seconde, je lui ai offert un mince sourire. Il a hoché la tête et a commencé à rédiger. En sortant, j'ai marché lentement vers la place, mon dossier sous le bras. Le ciel s'était éclairci. Il y avait dans l'air une odeur de pain chaud et de fleurs du marché. J'ai acheté un petit bouquet de dahlias pour moi-même. Personne ne m'avait offert de fleurs depuis des années. Alors, je me les suis offertes en silence et j'ai continué à marcher. L'après-midi, chez moi, j'ai décroché une à une les photos accrochées au mur. Adrien à son baptême, Adrien à son premier Noël, Adrienne à sa remise de diplôme. Je les ai enveloppées dans du papier journal et rangées dans une botte. Je ne les ai pas jetées, mais je ne voulais plus les voir plus maintenant. Puis je me suis assise dans la cuisine avec ma tasse de thé, j'ai attendu. Je savais qu'il finirait par appeler et effectivement le téléphone s'est mis à sonner. Je n'ai pas décroché, je savais déjà ce qu'il dirait. Que les fleurs n'étaient pas arrivées, que le brunch avait été annulé, que les invités commençaient à murmurer, que tout cela faisait désordre. Il ne comprendrait pas tout de suite, mais il comprendrait parce que moi, pour la première fois depuis longtemps, j'avais repris la main. Je n'étais plus la mère effacée derrière la porte de la cuisine. J'étais la femme qui décidait. Et à présent, il ne leur restait plus qu'à apprendre ce que cela coûtait de trahir une mère qui avait tout donné. Le lendemain, en milieu de matinée, on a frappé à ma porte. 3 coups secs, impatient. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai pris le temps de finir ma gorgée de thé, de poser la tasse avec soin, de lisser mon tablier. Quand enfin j'ai ouvert, il était là. Adrien, son visage était fermé, tiré, plus pâle que jamais. Ses yeux brillaient d'une lueur dure, presque méprisante, mais je savais que ce n'était que la peur. Derrière lui, Éloise restait en retrait, les bras croisés, le menton haut pour sauver les apparences. Il est entre eux sans que je l'y invite et sa voix s'est élevée aussitôt. « Qu'est-ce que tu fais ?»«
Tu crois que tu peux tout gâcher comme ça? Tu sais ce que ça nous coûte? Cette petite vengeance. Je me suis assise à la table comme si de rien n'était. Il a continué, les mots crachant son ressentiment. Tu veux nous humilier, c'est ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, c'est lui qui a baissé les siens. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai même pas répondu. Je me suis contentée de tirer doucement la pochette en cuir vers moi et de la poser devant lui. Il a hésité puis a fini par l'ouvrir. Il a feuilleté les documents. Ses mains tremblaient un peu. Chaque facture, chaque paiement, chaque note portait à mon nom. Et enfin, la copie du testament modifiée avec mon écriture nette en bas de la page. Ses lèvres ont blanchi en lisant. Je l'ai vu blêmir, déglir, chercher ses mots. Derrière lui, Éloise n'osait plus bouger. Je suis restée immobile. Le silence emplissait la pièce lourd et juste. Il m'a jeté un regard à la fois perdu et furieux. Sa voix s'est brisée. Pourquoi? Et je l'ai enfin dit. D'une voix calme, presque tu as oublié. Parce que tu as cru qu'on pouvait humilier sans payer. Parce que tu as cru que l'amour d'une mère était acquis, gratuit, éternel. Il s'est figé, incapable de répondre. Ses épaules se sont affaissées et dans ses yeux, pour la première fois depuis si longtemps, j'ai cru voir une ombre de honte. Je me suis levée et repris la pochette et l'ai rangée dans le tiroir de la commode. Puis je l'ai raccompagné jusqu'à la porte sans un mot, sans une larme, sans une caresse. Dans le couloir, il s'est retourné une dernière fois. Mais cette fois, c'est moi qui ai détourné le regard et j'ai refermé la porte, doucement sur ce fils que je n'avais plus besoin de sauver, parce que désormais c'était à lui de se sauver tout seul et à moi de m'appartenir enfin. Ce soir-là, la maison était plus silencieuse encore qu'à l'ordinaire. Un silence lourd mais serein. Je m'étais assise dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de tisane qui refroidissait, le regard perdu dans les ombres de la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pleurais pas. Je ne craignais plus rien. Je ne ressentais même plus de colère. Seulement cette étrange sensation d'avoir repris ma place dans ma propre vie. Dehors, la pluie tombait doucement sur les toits de foie. J'entendais son murmure sur les vitres, régulier, apaisant. Je me levai, ouvris la fenêtre pour respirer l'air humide et frais. Et alors je me suis surprise à sourire. Pas un sourire joyeux ni triomphant, un sourire calme, presque tendre comme une femme qui regarde enfin la vérité en face et qui s'y retrouve. Il ne reviendra peut-être jamais, ou peut-être que si, je ne sais pas. Et je crois que ça n'a plus d'importance. Ce qu'il reste à comprendre, c'est que je n'étais pas née pour être reléguée dans la cuisine, que mes sacrifices n'étaient pas une tâche éternelle, que l'amour, même celui d'une mère, mérite qu'on le respecte. J'ai posé ma tasse dans l'évier lentement et je me suis assise devant la feuille blanche que j'avais préparée dans la soirée. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit à celles qui, comme moi, ont donné toute leur vie pour les autres. À celles qui ont accepté d'être humiliées, invisibles, effacées sous prétexte qu'une mère ne compte pas. À celles qui ont cru que garder le silence les protégerait, je veux leur dire, ne croyez pas que votre silence ne vaut rien. Il vaut tout parce qu'il peut aussi être une justice, une façon d'enseigner aux autres que vous n'êtes pas une servante, mais une femme, une mère. Oui, mais une femme avant tout. Alors je l'écris ici, pour moi, pour elle, pour vous. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et ce soir, dans cette maison vide où je respire enfin, je sais que je ne suis plus la mère reléguée à la cuisine. Je suis celle qui a su dire stop, celle qui a su se relever. Et si toi qui m'écoutes maintenant, tu portes aussi ce fardeau, si tu as déjà été effacé, humilié, trahi, alors je te le dis, relève la tête, il n'est jamais trop tard. L'histoire de cette mère nous rappelle une vérité essentielle, l'amour ne doit jamais être une excuse pour le manque de respect. Ses actions n'étaient pas une vengeance, mais une réclamation. La réclamation de sa dignité, de sa place et de la reconnaissance qu'elle méritait. En disant « stop » en silence, elle nous a montré que la plus grande force ne réside pas dans les cris, mais dans la décision calme de ne plus accepter d'être invisible. Si ces histoires de courage et de dignité vous touchent, et si vous souhaitez que ces voix silencieuses soient entendues, je vous invite tendrement à rejoindre notre communauté. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres. Prenez bien soin de vous et souvenez-vous de la valeur de votre propre place. À la prochaine fois.